Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes à démarrer avec la partie numéro 2 du module 3 au sujet de l'accompagnement de notre cliente pour qu'elle puisse retrouver un cycle naturel. Dans le précédent module, dans la précédente partie, nous avons donc vu la posture de l'accompagnement et de l'accompagnant, à savoir l'état d'esprit à adopter face à une femme souffrant d'aménorrhée, les différentes étapes du diagnostic pour aider notre cliente à comprendre de quelle aménorrhée elle souffre. Et puis également, nous avons terminé sur la partie d'observation du cycle pour pouvoir être un peu plus se concentrer sur la phase d'ovulation pour derrière engendrer un éventuel retour de saignement avec notamment l'observation de la glaire cervicale et de la température. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à l'impact et la relation entre le poids et l'aménorrhée. J'imagine que c'est quelque chose dont vous avez déjà un petit peu connaissance, mais nous allons rentrer un peu plus dans le détail et j'espère que vous apportez d'autres éléments de connaissance et de réponse. Comme d'habitude, je vous invite à prendre juste quelques instants à mettre pause sur cette vidéo pour formuler sur votre papier ou votre téléphone vos attentes sur le sujet du jour, à savoir la relation entre le poids et l'aménorrhée. Vous notez vos questions, vos mots-clés, les choses à laquelle vous vous attendez. Que je vous explique, que je vous enseigne, que je vous partage pour voir s'il y a une cohérence entre ce que je vais vous partager et l'intitulé de cette partie. Une fois que vous avez terminé cette formulation, vous pouvez remettre play sur la vidéo et nous continuons ensemble. Aujourd'hui, on va voir notamment l'impact du surpoids sur l'absence du cycle, l'impact du sous-poids sur l'absence de cycle, et ensuite comment savoir si notre cliente a le juste poids, et enfin comment faire pour l'accompagner vers un poids santé. Comme on l'a déjà vu, l'aménorrhée a différentes causes, mais néanmoins, même s'il y a des fois des causes anatomiques, la plupart du temps, ou là dans la majorité du temps, il y a quand même aussi une notion de poids et plus précisément d'autres choses qu'on va voir ensemble pour expliquer les éventuels troubles du cycle comme l'aménorrhée. Donc c'est important, je pense, d'en dédier une petite partie de cette formation. Alors d'abord, l'impact du surpoids sur l'absence de cycle. Donc comme on l'a vu, il est presque plus important de se focaliser sur l'ovulation plutôt que sur le saignement en tant que tel. Alors existe-t-il un lien entre le surpoids, l'obésité et l'ovulation ? Donc vous en doutez bien, si je l'intègre dans la formation, c'est que oui, la réponse est oui, il y a un impact. En général, surpoids et comme on va le voir, surpoids et fertilité ne font pas bon ménage. L'obésité peut affecter le système reproducteur de la femme et provoquer des règles précoces, une ménopause précoce, le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, une augmentation du risque de fausse couche, une baisse de l'efficacité des techniques de PMA, de procréation médicalement assistée, ou encore des troubles de fertilité, anovulation et des complications pendant la grossesse. Alors, comment est-ce possible ? Tout d'abord, parce qu'il y a un lien entre surpoids et hormones gonadotropes. L'excès de graisse corporelle va perturber la production de deux hormones indispensables à l'ovulation, à savoir l'ALH, l'hormone lutéinique, ou lutéinisante, et la FSH, l'hormone de stimulation folliculaire qu'on a déjà vu dans les précédents modules. Et c'est ce dérèglement hormonal qui va derrière détériorer la qualité de l'ovulation, mais aussi celle de l'ovocyte et de la muqueuse utérine, à savoir la qualité de l'endométriose. Il y a également un lien entre surpoids et hormones ovariennes. À savoir que le surpoids provoque une production excessive d'œstrogène par les cellules adipeuses chez la femme. Cet excès d'œstrogène perturbe généralement le cycle ovulatoire et peut même conduire à une anovulation chez la femme. Et sans ovulation, comme on l'a vu, pas de menstruation. Alors dans le cadre de la fertilité en vue d'un projet de grossesse,
eh bien, un excès de poids peut également altérer la qualité des ovocytes et de l'endomètre, ce qui peut réduire les chances de procréation. Il est aussi à noter, comme vous le voyez sur le petit graphique en haut à droite, qu'un IFC compris entre 21 et 31 multiplie par 3 le risque d'infertilité anovulatoire, à savoir par absence d'ovulation. Donc on ne parle pas ici de fausse couche ou quoi que ce soit, mais vraiment d'absence d'ovulation. Enfin, il y a également un lien entre la résistance à l'insuline et l'infertilité. Ce que je vais vous citer par la suite est tiré du livre qui est également inscrit à l'écran, à savoir le livre Obésité et fertilité ne font pas bon ménage, par Marie-Hélène Pesant, Dorothea Wunder, François Pralong et Vittorio Giusti. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Ce livre est très intéressant, ou à l'emprunter dans une bibliothèque pour compléter vos connaissances. Moi, je vais ici vous faire un extrait de ce qui nous intéresse aujourd'hui, en sachant que de toute façon la notion de fertilité, forcément on l'aborde un petit peu dans notre formation, parce que on peut pas parler de fertilité ou d'infertilité et d'aménorrhée, on peut pas parler d'aménorrhée sans parler de fertilité ou d'infertilité, mais en soi je ne rentre pas non plus dans le détail poussé de la notion de fertilité. Comme je l'ai dit lors de la première session ensemble, je pense que tout un module, une formation entière pourrait être dédiée à la fertilité de la femme, donc peut-être projet à venir. En tout cas, concernant la résistance à l'insuline, la première cause d'infertilité chez la femme, c'est une pathologie associée à la résistance à l'insuline qui est plus fréquente chez les femmes obèses. Donc là, je parle de surpoids et on parle d'obésité. On fait le lien avec l'insuline. Oui, toutes les personnes étant en surpoids ne sont pas résistantes, n'ont pas des soucis d'insuline. Comme il y a des personnes qui ne sont pas du tout en surpoids et qui ont des soucis d'insuline. Mais en tout cas, quand on regarde les statistiques, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que les femmes obèses soient plus résistantes à l'insuline. L'insuline stimule les cellules de la thèque ovarienne, donc la sphère ovarienne, à produire des androgènes et inhibe la production hépatique de l'hormone binding globulin, qu'on appelle aussi SHBG, en augmentant aussi la concentration de testostérone libre. Donc en gros, il y a une augmentation des androgènes et de la testostérone et une inhibition d'une hormone hépatique qui est nécessaire à réguler les hormones. L'augmentation des androgènes inhibe directement l'ovulation en provoquant une atrésie prématurée des follicules, donc une absence de développement folliculaire, mais aussi indirectement via leur conversion périphérique en œstrogène, ce qui inhibe la sécrétion de gonadotrophines centrales, donc les LH et FSH. Donc en fait, il y a tout un système de rétrocontrôle positif et négatif qui se met en place, perturbé, court-circuité par l'insuline, par cet excès d'insuline par rapport à un taux normal d'insuline, parce que nous avons besoin d'insuline bien entendu dans notre corps. Petite note, lorsque la surcharge pondérale s'accompagne d'une résistance à l'insuline, on observe aussi une augmentation des fausses couches. Donc même dans le cas où la femme obèse par exemple, ou même, dans le cas où la femme a une résistance à l'insuline et ovule, si elle est en surpoids, les risques de fausses couches sont également augmentés. En gros, chez la femme, les risques d'un surpoids peuvent amener à une oligoménorrhée ou une anovulation, un SOPK, une altération de la qualité ovocytaire et une altération de la qualité endométriale. Mais aussi, petit aparté, chez l'homme, une résistance à l'insuline et surtout un surpoids vont impacter le nombre de spermatozoïdes en les diminuant et également faire dysfonctionner leur fonction érectile. Plus récemment, une distinction a été réalisée et mise en évidence entre obésité gynoïde et obésité androïde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'obésité de type gynoïde, c'est lorsque les graisses se concentrent surtout au niveau des fesses et des cuisses. En gros, elles sont réparties sur le corps selon une forme de poire. L'obésité gynoïde se définit par un rapport taille-hanche inférieur à 0,80. Seule l'obésité androïde est fortement associée au syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, puisqu'elle représente dans 30 à 75% des cas selon les études. Les mécanismes selon lesquels l'obésité influence l'expression du SOPK sont assez complexes et pas tous élucidés. La seule chose qui a été mise en évidence, c'est effectivement l'obésité de type androïde, donc pas celle que je viens de définir, pas la gynoïde, mais l'androïde, qui est associée au syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà l'impact du surpoids avec un éventuel trouble du cycle, dérèglement de l'ovulation et fertilité, infertilité et donc état d'aménorrhée. Maintenant, on va voir l'impact du sous-poids sur l'absence de cycle et donc l'état d'aménorrhée. Le sous-poids se définit par un IMC inférieur à 18,5 kg par mètre carré, mais plus que l'IMC, c'est plutôt la composition corporelle et plus précisément le pourcentage de masse grasse qui est normalement compris entre 25% et 30% de la masse corporelle chez la femme, qui va permettre une vraie approche objective de l'équilibre nutritionnel et donc de la balance énergétique de notre cliente. Un pourcentage normal de masse grasse correspond, en dehors d'une pathologie avérée, à un équilibre de la balance énergétique et va témoigner d'une dépense énergétique correctement contrebalancée par rapport aux apports nutritionnels. Un poids trop faible chez la femme, IMC inférieur à 18, une perte de masse excessive ou une activité physique trop intense et régulière vont pouvoir influencer la fertilité. Le lien entre sous-poids et plus précisément masse grasse insuffisante et troubles du cycle a été étudié dans des tableaux cliniques bien différents. D'abord, celui de l'anorexie mentale et celui des élites sportives dans des sports de type endurance ou dans des sports dits esthétiques comme le patinage artistique, la gymnastique rythmique ou encore la danse. Les troubles des conduites alimentaires, l'aménorrhée et l'ostéoporose ont constitué la triade de la sportive décrite en 1994 par Native. Donc cette triade, peut-être que vous l'avez déjà vue. Une perte de poids corporel de 10 à 15% par rapport au poids idéal en fonction de la taille va suffire pour induire des perturbations du cycle. Donc une perte corporelle de 10 à 15% finalement seulement par rapport au poids idéal en fonction de la taille va pouvoir induire des perturbations de cycle et donc une aménorrhée. Quelles sont les perturbations de cycle dont je parle ? Alors, ils correspondent schématiquement à 3 étapes de chronologie successive et de gravité croissante. On ne passe pas à un état d'aménorrhée du jour au lendemain. On peut passer par différentes étapes que souvent d'ailleurs on n'observe pas jusqu'au moment où on ne saigne pas, donc on se dit « Ah, il y a un souci ». La première, c'est l'insuffisance lutéale avec des cycles courts, inférieurs à 24 jours. Ensuite, il peut y avoir une oligoménorrhée ou une spanioménorrhée avec des cycles plus longs, supérieurs à 35 jours. Et après, on va avoir l'aménorrhée qui peut être présente d'emblée si le déficit énergétique est chronique, important, avec une masse grasse très faible, car par exemple c'est le cas des anorexiques sévères, des sportifs de haut niveau ou un morphotype assez filiforme recherché. Donc en dehors de ces cas de déficit énergétique assez important et sévère, où l'aménorrhée peut presque arriver tout de suite, généralement dans les autres cas l'aménorrhée peut mettre un peu plus de temps à s'instaurer en passant par finalement des irrégularités de cycle qui montrent des phases du cycle qui sont un petit peu anarchiques et incomplètes.
Il y a une expérience qui a été réalisée par Miller. Je vous mettrai éventuellement quand je ferai un book, si un book vous intéresse, les sources, hein, bien sûr. Dans cette expérience, ont été étudiées 116 femmes qui souffraient d'anorexie mentale. 74 d'entre elles étaient en aménorrhée et 42 en euménorrhée. L'euménorrhée, c'est quoi? Ça désigne le fait que les règles soient normales en volume et en durée par opposition aux dysménorrhées. Donc l'aménorrhée, par exemple, pas de règles, l'hyperménorrhée, règles excessives. Donc finalement, l'euménorrhée, c'est quoi? C'est avoir ses menstruations de manière tout à fait physiologique et normale. Donc dans ces 116 femmes souffrant toutes d'anorexie mentale, révélées en tout cas, 74 étaient en aménorrhée, 42 n'étaient pas en aménorrhée et avaient finalement des menstruations tout à fait physiologiques et normales. Les deux groupes étaient semblables par l'IMC. L'âge de la puberté, l'ancienneté de l'anorexie et l'activité physique. La seule différence significative était le pourcentage de masse grasse qui était plus élevé chez les personnes qui souffraient d'anorexie mentale, mais qui avaient un cycle et des menstruations tout à fait physiologiques et dites normales. Ensuite, il y a une autre étude qui a été réalisée, une étude de contrôle, qui concernait des élites sportives norvégiennes, donc il y en avait 669, versus une population sédentaire de même âge, et ils étaient 607, donc c'est presque le même nombre. On retrouve une fréquence plus grande de troubles du cycle dans les sports où le pourcentage de masse grasse est plus faible, par exemple l'endurance et sport esthétique, les sports à catégorie de poids, par rapport aux autres sports, comme des sports d'équipe ou des sports plus techniques, et par rapport aux sédentaires. Cela veut dire que les troubles du cycle des sportives n'étaient pas plus fréquents lorsque l'entraînement concernait le quartile supérieur, ce qui suggère donc fortement que ce n'est ni l'intensité, ni le volume d'entraînement, ni le stress qui est responsable de la perturbation des cycles dans ce cas-là, mais davantage une composition corporelle avec une matière grasse et des apports énergétiques insuffisants en regard de la dépense énergétique de la personne. Donc, à l'affirmation « il faut arrêter le sport pour retrouver ses règles », moi je répondrais « ce n'est pas la solution ». Je ne dis pas que ça ne fera pas partie d'un élément permettant à la femme de retrouver son cycle, encore faut-il bien étudier le contexte de l'aménorrhée, mais ce n'est pas une fin en soi. Et ça nécessite donc d'en parler avec sa cliente pour voir aussi un peu quelle est la place du sport dans sa vie. Je prends un peu l'exemple par exemple du café. Le café, on ne peut pas dire que soit mauvais, on ne peut pas dire que soit bon. Ça dépend de l'intensité, de la qualité, de la fréquence à laquelle on va consommer le café, et aussi de la motivation derrière. Si une personne, moi c'est ce que je fais en consultation, quand j'ai une personne qui boit du café, je lui demande pourquoi. Quand il s'avère que la personne est vraiment amatrice de la saveur du café, eh bien je ne l'empêche absolument pas de venir boire sa tasse de café. Et généralement, cette personne-là boit une tasse de très bonne qualité et ça lui suffit largement. Généralement, la personne qui est en excès, vraiment, c'est parce que finalement, elle vient combler autre chose. Un ennui, une fatigue intense, un automatisme, un réflexe. Et là, en plus, généralement, ce n'est pas toujours de la bonne qualité de café qu'elle prend. Et c'est là où, en fait, il faut peut-être agir. Le sport, c'est pareil. Dans toute l'activité sportive et les dépenses énergétiques de notre cliente est en état d'aménorrhée, il faut essayer de déceler quelles sont celles qui sont là pour vraiment lui faire plaisir, entretenir son corps également. Et quelle est la part de l'activité qui est là pour lui permettre de plus manger, la déculpabiliser, se faire du mal potentiellement, parce que des fois derrière il y a des envies de se faire du mal. Donc c'est là où en fait arrêter le sport, non, ça dépend vraiment derrière déjà de l'apport énergétique et puis de la motivation que cette personne-là a au travers du sport. Et pour terminer, en parlant de l'apport énergétique,
il y a effectivement aussi un lien entre réserve énergétique et aménorrhée. La réserve énergétique, elle est mobilisée pour maintenir la balance énergétique, c'est-à-dire une valeur seuil de réserve énergétique disponible qui est nécessaire pour des cycles réguliers. Et il a été montré qu'en dessous de 25 à 30 kcal par kilo de masse maigre par jour, le cycle menstruel était suspendu. Donc c'est en ça où le suivi un peu calorique de ce que mange notre cliente, si on suppose un sous-poids, il peut être intéressant juste pour nous donner un petit ordre d'idée, voire même pour éventuellement la motiver à retrouver son cycle. Maintenant, voyons le mécanisme de la leptine dans la perturbation du cycle et surtout de l'ovulation avec la leptine et le sous-poids. Donc leptine et aménorrhée, en quoi c'est lié? L'hormone clé qui relie le déficit énergétique à l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarien, c'est la leptine. On en a rapidement parlé, je crois, dans le module numéro 2. Cette leptine, c'est un peptide qui est sécrété essentiellement par le tissu adipeux. Son taux plasmatique s'élève progressivement durant la puberté. Il y a des chercheurs, donc notamment Hilton et Lux, qui ont montré que le taux plasmatique de leptine était plus bas chez les femmes sédentaires, carencées en apport alimentaire, que chez les femmes non carencées et qu'il était plus bas chez les athlètes en déficit énergétique par rapport aux sédentaires, le taux étant corrélé au pourcentage de masse grasse. Au maximum, en cas d'aménorrhée, il y a une disparition du cycle de sécrétion de la leptine. Et l'étude contrôle qui a été réalisée par un autre chercheur, à savoir Miller, vient confirmer ces données en retrouvant un taux de leptine significativement plus bas dans la population anorexique en aménorrhée par rapport à la population anorexique en euménorrhée, donc la précédente étude dont je vous ai parlé. Donc il y a vraiment un lien entre taux de leptine et état d'aménorrhée. Si on regarde un petit peu le schéma ici, donc nous avons ici nos cellules adipeuses qui viennent sécréter cette fameuse hormone, la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété et qui va communiquer à l'hypothalamus l'état nutritionnel du corps. L'hypothalamus va posséder des récepteurs à la leptine et en fonction du message envoyé par les adipocytes, il va moduler la réponse. Et ensuite, l'hypothalamus est impliqué dans la prise alimentaire. S'il y a prise alimentaire, diminution de l'appétit, utilisation des graisses, stimulation du métabolisme. Si les réserves de graisse sont importantes, alors il va diminuer l'appétit pour arrêter la prise alimentaire. Mais le souci, c'est que quand la masse grasse est insuffisante, il n'y a plus assez de tissu adipeux pour sécréter la leptine. Et donc du coup, ça vient complètement perturber le cycle d'ailleurs hypophysaire, donc le cycle hormonal, puisque l'hypophyse et l'hypothalamus ont un rôle central dans le cycle hormonal. Ici, on voit également les autres liens, les autres conséquences, ou en tout cas les autres rôles de la leptine. Elle va permettre de réguler les hormones thyroïdiennes, va permettre de réguler les hormones de l'insuline, le rythme cardiaque, également la masse osseuse. Il va réguler le cycle menstruel, il va réguler le métabolisme basal, les cellules immunitaires et la pression artérielle. Bref, la leptine, on voit bien qu'elle est vraiment centrale également. Il faut savoir que dans le corps, ce qui existe pour quelque chose. Donc il faut faire attention, notamment à la masse grasse, parce que c'est ça le problème. C'est pas tant la masse grasse, hein, c'est plutôt que si masse grasse insuffisante il y a, alors leptine insuffisante il y aura également. Ensuite, voyons le lien entre le sous-poids et l'hypophyse. Quel est l'impact du sous-poids sur l'hypophyse ? L'hypophyse, on le rappelle, va permettre de s'activer sous la production de GnRH par l'hypothalamus, qui est essentiel à une ovulation régulière et qui peut chuter et entraîner un arrêt complet du cycle de l'ovulation si elle n'est pas présente.
Alors pourquoi un taux de leptine bas engendrerait-il une aménorrhée? Parce que tout à l'heure je vous ai dit, ok, la leptine elle est produite par le tissu adipeux. Et donc chez les femmes qui ont une masse grasse, faible, forcément le taux de leptine est faible. Jusque-là, on comprend. Mais finalement, c'est quoi le reste du circuit? Pourquoi il y a un problème une fois que ça arrive au cerveau? Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un impact sur le cycle concrètement? Alors, la sécrétion de leptine est directement corrélée à la masse grasse, jusque-là on est bon, et diminue avec le volume des adipocides en quantité moindre des triglycérides. Donc jusque-là on est bon. Pour rappel, l'hypothalamus libère donc l'hormone GnRH qui va stimuler l'hypophyse, qui à son tour sécrète de la FSH et de la LH. Ces deux hormones vont stimuler les ovaires pour provoquer l'ovulation. Jusque-là, on revoit exactement ce qu'on a vu lors du premier module. Mais pour que l'hypothalamus commence son processus, au tout départ, il a besoin d'une autre hormone qui s'appelle la kispeptine et qui est produite dans le cerveau. Et lorsqu'on a beaucoup de graisse, un taux de masse grasse trop élevé, notre leptine est élevée. Lorsque l'on perd du poids, notre sécrétion de leptine va aussi baisser significativement. Et cette baisse de leptine est interprétée par le cerveau comme un faible taux de masse grasse, donc des conditions non propices à la reproduction. Ce faible taux de leptine va donc signaler à notre cerveau un état de famine. Cet état bas de leptine peut aussi être atteint avec des niveaux de glucose et d'insuline chroniquement faibles, ou enfin avec une activité sportive intense. Pour information, un bilan énergétique déséquilibré, quelle qu'en soit la cause, due à une anorexie mentale, une dépense énergétique accrue, une malnutrition par exemple dans un pays en développement, avec une chute de poids de 10%, entraîne une baisse de la leptine de 55%. Donc je répète, un bilan énergétique déséquilibré avec une chute de poids de 10% par rapport au poids idéal entraîne une baisse de la leptine de 55% et donc derrière forcément un cerveau qui interprète un état de famine et qui vient bloquer. Des niveaux de leptine faibles ne permettent pas d'enclencher la sécrétion de la kispeptine qui va stimuler l'hypothalamus pour induire ensuite l'hypophyse, les ovaires, etc., toute la boucle que l'on connaît. Donc voilà pour le lien entre la leptine vraiment et l'aménorrhée. Pour juste compléter, il y a des récepteurs à la leptine qui sont présents dans l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires, et d'ailleurs dans d'autres organes périphériques qui sont impliqués dans la fertilité et la reproduction, comme l'endomètre, le placenta et encore les glandes mammaires. La baisse de leptine dans le sang entraîne aussi du coup un ralentissement de l'axe cerveau-ovaire, un ralentissement de la pulsatilité de la GnRH, avec en cascade un ralentissement et une diminution d'amplitude de la sécrétion de LH et une sécrétion plus faible de FSH et enfin une diminution des stéroïdes sexuels. C'est ce qu'on a vu dans le module précédent sur le dosage FSH. Si on prend par exemple le cas de l'aménorrhée hypothalamique, un cas d'anovulation due à une aménorrhée hypothalamique, on a des taux de LH, de FSH et d'œstrogène et de progestérone qui sont un peu ras les pâquerettes. Eh bien, en voici une cause. Lorsque l'on administre par l'extérieur de la leptine, eh bien, elle va être restaurée, le cycle va être restauré qu'en présence d'une disponibilité suffisante en glucose. Alors maintenant que l'on a vu les perturbations d'ovulation et donc du coup le lien entre aménorrhée et surpoids et aménorrhée et sous-poids, maintenant comment savoir si ma cliente a le juste poids? Comme on l'a vu, ce n'est donc pas l'IMC mais plutôt l'IMG, l'indice de masse graisseuse auquel il faudrait s'intéresser davantage. L'IMC, c'est juste une valeur liée à notre taille et à notre poids. Pour la calculer, il faut prendre le poids en kilogrammes et le diviser par la taille en mètres carrés. Là, vous avez une indication un petit peu officielle, disons, des états de poids, de surpoids et d'obésité en fonction de notre IMC. Et l'IMG, quant à lui,
c'est l'indice qui mesure le pourcentage de masse graisseuse du corps. En mesurant le taux de masse graisseuse, on peut alors estimer la portion de graisse qui constitue le poids de la personne. Par exemple, une personne qui pèse 70 kg, dont 7 kg de graisse, son IMG sera donc 7 divisé par 70, soit 10%, ce qui reste faible. Elle pèse maintenant 55 kg, dont 12 kg de masse graisseuse, soit l'IMG à 22%, qui est un peu plus importante. Donc là, je vous ai remis le graphique d'une indication d'état de bonne santé par rapport à l'IMG, et je le rappelle, pour la femme on est plutôt aux alentours de 20-25, en tout cas pour une approche objective de l'équilibre nutritionnel et de la balance énergétique, et donc du bon fonctionnement du système de reproduction. Alors comment finalement on mesure précisément l'indice de masse graisseuse ? Alors pour ça, il existe plusieurs méthodes, mais elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. On a tout d'abord la balance à impédance-métrie. La balance à impédance-métrie, elle mesure la résistance du corps au passage d'un faible courant électrique. Son avantage, c'est que c'est relativement simple à mettre en œuvre. Son inconvénient, c'est que finalement, le courant voyage selon le chemin de moindre résistance, donc ça veut dire qu'il risque de passer à côté des stocks de graisse, ce qui va modifier la mesure. Et en plus, la plupart des balances n'utilisent que 2 électrodes, ce qui veut dire que le procédé va ignorer une partie du corps. Donc l'histoire de précision est à revoir. Ensuite, on a des principes de mesure de la masse graisseuse via des pinces et autres outils de mesure d'épaisseur de la peau. Là, on utilise un outil qui est généralement une pince et qui permet de mesurer en fait selon certains plis, selon certaines zones, les plis de masse graisseuse. Alors, il y a aussi il y a plusieurs inconvénients parce que finalement, c'est lié aussi à une méthodologie qu'on doit apprendre. Ça dépend si on pince trop la peau, si on ne pince pas assez, finalement, on va se retrouver avec des mesures de masse grasse qui est complètement différentes. Derrière, il y a aussi plusieurs formules possibles pour en déduire la masse graisseuse en fonction des plis cutanés qui ont été mesurés. Bref, c'est assez technique au final. Donc là, je vous ai quand même mis un schéma qui présente les différentes mesures possibles réalisées. Et en fonction après des formules utilisées, il faudra choisir quelques endroits en particulier. Alors au niveau des références, je ne vais pas vous les expliquer ici, mais il y a la formule de plis cutanés que vous pouvez retrouver facilement en fait sur internet. Il y en a qui utilisent 4 plis cutanés, d'autres beaucoup plus. Quoi qu'il arrive, il faut derrière vraiment protocoler la prise de poids, la prise du pli, et faire attention à la pression appliquée, sinon la prise de masse, et la déduction de masse grasse est vraiment trop biaisée. Ensuite, on a également la possibilité d'utiliser des outils comme des outils à rayon X. Alors là, le principal inconvénient, c'est que finalement, c'est déjà pas forcément très accessible. Il faut quand même déjà aller dans des centres spécialisés qui ont ce type de machines assez coûteuses et massives. Et puis en plus de ça, cette méthode n'est pas vraiment très utile pour la masse grasse. Les algorithmes en fait sont tellement différents que encore une fois l'interprétation est très biaisée. Généralement ce sont des outils qui sont uniquement et surtout dédiés à la mesure de masse osseuse, densité de masse osseuse. Ensuite, une autre possibilité, c'est les photos. Donc ça paraît simple, mais finalement ça peut être déjà un indice qui n'est pas finalement plus biaisé ou plus imprécis que les autres. Concrètement, par exemple, là je vous ai mis quelques photos avec des taux de masse grasse associés, ce qui peut donner un peu une idée.
Alors on peut remarquer déjà, par contre ce qui est intéressant, c'est que la fameuse tablette de chocolat que beaucoup de femmes désirent et que beaucoup de femmes que vous allez pouvoir avoir dans votre cabinet ou en accompagnement vont vouloir désirer, eh bien commence à apparaître aux alentours d'un IMG de 12%. Autant dire qu'on est bien loin du 20-25%. La vascularisation au niveau des abdos et du torse, quant à elle, commence aux alentours de 8%, donc encore moins. Et en dessous, 7% et moins, la peau devient tellement fine qu'elle paraît plus granuleuse. Et il faut aussi noter que 2 personnes avec le même IMG peuvent avoir l'air totalement différentes en fonction de leur masse musculaire respective. C'est ce que l'on voit sur la photo de droite. Ces 2 femmes sont toutes les deux à 15% d'IMG environ. Donc finalement, même la femme de gauche, qui paraît un peu plus charnue, disons, elle peut avoir des soucis d'ovulation et de fertilité parce qu'elle a, par rapport à son taux de masse musculaire, un IMG finalement de 15%. Toutes les deux ont le même IMG, mais on voit tout de suite que celle qui est à gauche a une masse musculaire beaucoup plus importante et celle de droite, étant très mince, elle a beaucoup moins de muscles. Pourtant, elles ont le même taux d'IMG, le même taux de masse graisseuse. Donc les photos peuvent être une indication, mais attention dans ce cas, peut-être essayer de se faire vraiment par appréciation, mais ça reste encore quand même très imprécis. Et ensuite on peut également faire de la mensuration. Donc là on peut mesurer directement au mètre ruban par exemple, à des endroits précis pour calculer la masse graisseuse avec différentes formules. Encore une fois, il y a plein de formules possibles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de méthode adéquate et idéale pour définir avec précision l'indice de masse graisseuse d'une femme. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, depuis tout à l'heure tu nous dis que ce qui est super important c'est de suivre la masse graisseuse et là tu nous dis qu'il y a plein de méthodes mais finalement qu'elles sont toutes quasiment inutiles. Alors comment faire ? Eh bien on peut essayer de l'estimer d'abord visuellement ou en essayant d'évaluer la balance énergétique de sa cliente en fonction de ce qu'elle mange quotidiennement, qualité nutritionnelle et quantité, en faisant un bilan alimentaire, et de ce qu'elle dépense quotidiennement en évaluant toutes ses activités physiques, toutes, du simple ménage à la séance de sport. Et au final, une analyse visuelle très subjective, mais avec vos autres professionnels, vous allez commencer à avoir quand même l'habitude, couplée à ces anamnèses alimentaires et énergétiques de dépenses par exemple, le ratio apport versus dépenses va potentiellement donner une bonne idée de l'indice de masse graisseuse de votre cliente et de si elle est en dessous ou non les 20%. Pour évaluer un petit peu, pour suivre un petit peu justement les apports. Alors ce qui peut être intéressant, c'est que vous ayez quelques petites grilles comme ça, où vous savez un peu le nombre minimum, l'apport conseillé en kilocalories de chacune des personnes. Donc nous, si on prend le cas d'une femme adulte à une activité moyenne, on est plutôt à un métabolisme basal à 2000 kilocalories. Dès qu'on tombe sur une femme qui a un peu plus d'activité, c'est 2200. Donc basal, ça veut dire c'est le minimum, c'est vraiment l'apport qu'elle doit avoir, vraiment. En dessous, elle risque au fur et à mesure de creuser et donc de diminuer, de puiser dans sa masse grasse. Et ensuite, vous pouvez également suivre les tableaux de dépenses énergétiques. Et alors, pour avoir les dépenses énergétiques, vous allez, pour les dépenses énergétiques, je vous mettrai en complément de cette vidéo un tableau sous forme PDF que j'ai trouvé et qui répertorie les dépenses énergétiques en fonction de certaines activités physiques, sportives et non sportives. Encore une fois, quand on parle de dépenses énergétiques, ce n'est pas uniquement le sport en tant que tel. C'est le sport et tout ce qui va avec, tous les moments où le corps puise de l'énergie, aussi bien de l'activité cérébrale au ménage, à monter des escaliers, à aller faire du jardinage, etc., etc. Donc ça, je vous mettrai également en outil supplémentaire un tableau PDF pour essayer de vous aiguiller. Et ça vous aidera en fait
avec ces chiffres-là, juste avoir ces chiffres-là en tête d'apport énergétique minimum, de dépenses énergétiques que votre cliente peut avoir globalement estimées, associées à ce qu'elle mange et les émotions qu'elle peut avoir, etc. Ça peut vous donner des idées derrière pour l'accompagner dans la bonne direction en termes notamment de nutrition et autres. Et justement, pour terminer cette deuxième partie de ce module, voyons ensemble comment on peut accompagner sa cliente vers un poids plus de santé. Finalement, accompagner vers un poids santé, ça va toucher à 4 pôles. Tout d'abord, veiller à la qualité nutritionnelle. Donc cette qualité nutritionnelle, elle ne consiste pas d'abord à la quantité, c'est d'abord vraiment voir ce que votre cliente mange. Elle peut très bien manger un nombre de calories dit suffisant ou limite, mais derrière la qualité nutritionnelle est tellement amoindrie qu'elle n'aura pas les bonnes réserves énergétiques pour subvenir à ses besoins physiologiques afin d'engendrer un cycle fertile. Donc la qualité nutritionnelle. Et ça, on va le voir plus précisément dans la suite de ce module, dans la partie numéro 3 que l'on verra dans la prochaine vidéo. Veillez également à la régularité des prises alimentaires pour éviter que le cerveau ne pense qu'il subit un état de famine. Ce qui signifie que les jeûnes, y compris le jeûne intermittent, ne sont pas adaptés en cas d'aménorrhée. Alors, à ce point-là, encore une fois, il n'y a jamais de règles figées. C'est-à-dire que ça dépend en fait, ça dépend vraiment de la cause aménorrhée. Si on prend une jeune femme qui a une relation très malsaine avec son alimentation, qui est en sous-poids ou en poids limite, un IMC dans la normale mais limite inférieure, qui a des dosages hormonaux ras les pâquerettes, qui a un taux de masse grasse qui semblerait-il largement en dessous de 20%, qui se dépense pas mal. Dans ce cas, là, moi j'ai vraiment envie de dire que non, pas de jeûne. Parce que déjà le cerveau est déjà en situation de stress extrême pour subvenir à tout ça. Il pense déjà qu'il est en pleine famine. Donc de lui rajouter des moments où il n'y a pas de prise calorique, ce n'ira pas du tout dans la bonne direction. Par contre, si on a une femme qui, au contraire, a un poids plutôt dit dans la normale, qui a un taux de masse grasse compris entre 20 et 25%, qui ne semble pas forcément avoir une relation malsaine, en tout cas de restriction avec son alimentation par exemple, et qui a une activité physique nécessaire pour sa santé, mais pas poussée à l'extrême, en tout cas équilibrée, et surtout derrière avec une motivation adéquate, à savoir ne pas faire du sport pour se dépenser en calories et donc plus manger à côté, et bien dans ce cas, effectivement, le jeûne, de période de jeûne, voire de jeûne intermittent pourrait être intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de faire un reset un peu dans le corps, notamment alléger le système hépatique et réinstaurer un équilibre hormonal, puisque finalement un excès d'insuline peut perturber le cycle. Et donc le jeûne va pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça, parce que un foie fatigué va aussi avoir du mal à éliminer les toxines et notamment les hormones en excès, etc., qui peuvent perturber le cycle hormonal et donc aboutir à un état d'aménorrhée. Et donc dans ce cas, effectivement, des périodes de repos digestif plus ou moins longs, plus ou moins réguliers, peuvent être intéressants. Donc, encore une fois, la régularité des prises dans un cas d'aménorrhée hypothalamique pour moi est juste nécessaire. Ensuite, les jeûnes peuvent être intéressants dans un cadre de protocole en fonction des femmes, effectivement. Troisième chose, veiller à ce qu'il y ait une quantité suffisante d'aliments. S'il n'y a plus de signaux de faim, dans ce cas, moi je conseille également d'arrêter de prodiguer un message d'alimentation intuitive. Parce que manger, même si on n'a pas de faim, de sensation de faim ressentie, par des prises régulières alimentaires et de faibles quantités pour ne pas dégoûter ni nuire à la digestion. Pourquoi je trouve que l'alimentation intuitive, dans le cas où on est face à une cliente qui ne ressent plus rien, plus de faim ni rien, comment voulez-vous qu'elle se nourrisse si elle suit ses envies ?
Parce que si elle suit ses envies, elle n'a plus faim, donc elle ne mange plus. Donc en fait, elle ne fait que creuser ses carences. Donc là, l'alimentation intuitive pour moi est très dangereuse. Donc s'il n'y a plus de sensation de faim, de ressenti, dans ce cas, il faut arrêter, à mon sens, d'inciter les femmes à suivre leur ressenti. Il faut leur expliquer en fait que c'est nécessaire qu'elles retrouvent une régularité et une quantité suffisante d'aliments pour pouvoir réengendrer en fait le bon cycle biologique et physiologique afin de retrouver leurs signaux de faim et afin de pouvoir après, en effet, se tourner vers une alimentation intuitive en suivant leurs sensations. Et aussi ce qui est possible de faire, donc au-delà des prises alimentaires régulières avec potentiellement des faibles quantités, pour ne pas non plus surcharger la digestion et dégoûter notre cliente, privilégier aussi des aliments qui ont une densité calorique plus importante afin de ne pas encore une fois surcharger en termes de volume. Donc typiquement, je prends le cas des oléagineux, peut-être qu'il vaut mieux miser davantage sur les oléagineux qui sont un peu plus gras, un peu plus denses calorifiques en termes de calories. Donc une simple poignée pourrait finalement apporter plus d'énergie qu'une assiette entière de légumes qui calerait complètement la personne, par exemple. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Moi, j'ai pendant très longtemps fait le jeûne intermittent et puis au bout d'un moment, quand j'ai compris que ça me fatiguait plus qu'autre chose, alors oui, sur le moment, le jeûne intermittent m'a donné de l'énergie parce que j'avais d'autres faiblesses dans le corps, par exemple, mais néanmoins, au fur et à mesure, instaurant ce jeûne intermittent de manière quasiment quotidienne au final, j'ai creusé davantage mes autres carences qui n'étaient pas du tout en faveur de mon cycle reproducteur, de mon cycle féminin. Et donc j'ai dû, au départ, sans plaisir, réintroduire un petit déjeuner. Mais j'ai commencé par un simple yaourt végétal avec une poignée de noix par exemple. Donc c'est venu comme ça, puis au fur et à mesure, j'ai retrouvé le plaisir et la faim à prendre un petit déjeuner. Je prends jamais des petits déjeuners qui me plombent complètement l'estomac, sans plus avoir faim le midi, etc. Parce que ça, il faut faire également attention au feu digestif de notre cliente. En effet, si après la personne commence à manger beaucoup le matin, elle risque de plutôt avoir faim le midi et complètement se dérégler. Et là, on est plutôt sur la régularité des prises. C'est vraiment important de garder en tête la notion de régularité des prises. C'est pas tant finalement de manger... c'est pas tant de penser que calories, c'est penser vraiment j'apporte régulièrement à mon corps de la calorie pour que mon cerveau pense qu'il n'est pas en famine en fait, pour le rassurer tout simplement. Et qu'il évite de mettre en place des boucles de rétrocontrôle négatives et de bloquer la sécrétion de certaines hormones. Et donc, en quantité suffisante, oui, mais si dans ce cas on est face à une femme qui est en excès de poids, pour le coup, dû à une surconsommation, comme une aménorrhée en cas de SOPK par exemple, dans ce cas il faut essayer de l'inciter à réapprendre les principes de base de l'alimentation, à savoir la mastication, le ralentissement de sa prise alimentaire en posant la fourchette par exemple, d'investiguer aussi la partie émotionnelle qui pourrait engendrer des prises alimentaires peut-être boulimiques pour compenser un mal-être, une émotion. Tout ça on le verra également un peu plus en détail dans la suite du module 3 qui sera dédié à l'hygiène émotionnelle, mais la partie, on ne peut pas parler d'alimentation sans parler d'émotion, que ce soit dans le cas de restrictions alimentaires que au contraire d'excès alimentaire. Mais là on voit bien que accompagner sa cliente vers une quantité suffisante et adaptée, c'est vraiment différent dans le cas où on est face à une femme qui n'a plus de signaux de faim et dans le cas où on est face au contraire à une femme qui est en surpoids, en surconsommation d'aliments. De manière générale, en cas d'aménorrhée, de sous-poids ou de surpoids, je conseille de limiter les restrictions alimentaires, quelles qu'elles soient, plutôt réinstaurer un équilibre alimentaire général. Et je terminerai aussi forcément par regarder la dépense énergétique associée. C'est pas le tout de voir ce qu'on apporte, il faut forcément regarder ce que notre cliente dépense. Je le rappelle. À noter que le retour des cycles ovulatoires peut être décalé dans le temps par rapport à la reprise du poids normal, mais à long terme, en l'absence d'aménorrhée persistante, la fertilité ne semble pas diminuer. Donc ça, c'est important de le garder en tête pour rassurer notre cliente. Alors, pour conclure cette partie,
Un retour des cycles lié à un équilibre des apports nutritionnels, anorexie, boulimie, ou à une baisse des dépenses énergétiques, activité physique cumulée supérieure aux apports, est alors indispensable à une fertilité normale. Les troubles du cycle consécutifs à une obésité ou à un sous-poids sont réversibles et les moyens thérapeutiques visant à la restauration d'un équilibre pondéral satisfaisant permettent le plus souvent d'aboutir à un retour des cycles ovulatoires avec amélioration de la fertilité. Ça, c'est vraiment les cas fréquents. Après, je réinsiste une dernière fois et pour replanter le clou, ça n'empêche que des investigations hormonales, organiques, comme on a pu le voir dans le précédent module, est ultra important puisque les aménorrhées ne sont pas que des aménorrhées hypothalamiques dues à des soucis de poids et d'apport et de poids. D'apport, de poids et de dépenses. J'ai dédié une partie entière sur le poids parce que c'est quelque chose de très important effectivement dans un état d'aménorrhée, mais ça n'empiète pas et ça ne remplace pas les autres pistes d'investigation que l'on a vues dans la précédente partie de ce module, afin vraiment d'avoir une cartographie la plus précise possible des causes de l'aménorrhée de notre cliente. Dans la partie 3 de ce module, j'ai décidé vraiment de scinder ce module en plusieurs vidéos parce que, plus ou moins longues, mais parce que je trouve que c'est quasiment le module le plus... pas le plus important parce qu'ils sont tous importants pour bien les comprendre les uns avec les autres, mais c'est là où je donne un maximum d'informations essentielles pour la problématique vraiment de la formation. Donc voilà, je préfère faire des différentes parties et différentes vidéos pour vous laisser le temps de bien digérer les informations, voire même de revenir sur certaines vidéos. Parce que des fois quand on voit une vidéo, la vidéo suivante, on se dit « Ah mais finalement j'avais pas très bien saisi cette notion qui a été dite à la vidéo précédente ». Donc voilà, c'est pour ça que je vous laisse vraiment le temps. La prochaine partie de ce module, on restera encore dans le module numéro 3. La prochaine partie sera dédiée à l'hygiène alimentaire spécifique et adaptée en cas d'aménorrhée. On parlera de micronutriments, on parlera d'alimentation en cas de troubles thyroïdiens, d'hyperprolactinémie, d'hyperinsulinémie, d'insulinémie, le gras et le cholestérol, leurs conséquences et leurs nécessités et conséquences positives et négatives, les différents incontournables de l'assiette en cas d'aménorrhée et enfin on parlera également des substances reprotoxiques. Donc tout ça on le verra dans la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette nouvelle partie vous aura appris quelques petits éléments supplémentaires. N'hésitez pas à remplir le questionnaire feedback que je mettrai juste à la suite de cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sur la plateforme Podia ou sur le groupe Facebook ou encore les garder précieusement avec vous pour la prochaine session live qui a lieu de mémoire le 27 mai pour les poser votre question ou vos questions en direct avec également d'éventuelles remarques que vous avez pu avoir. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!